Binge Audio. Salut, c'est Thomas Rozek. La Coupe du Monde de football démarre le 20 novembre 2022. Elle va durer jusqu'aux vacances de Noël. Je ne vous ferai pas l'affront de vous en lister les enjeux extra-sportifs, tant on a toutes et tous bien compris, je crois, l'absurdité profonde de voir se tenir un événement aussi dérisoire qu'exorbitant au beau milieu du désert dans des stades surclimatisés construits au péril de la vie de milliers de travailleurs migrants. Placé dans un scénario de comédie parodique sur notre époque, la grossièreté de l'idée aurait paru complètement grotesque, mais bon, c'est la vraie vie, il faut donc composer avec. Ainsi, nous, petits téléspectateurs vaguement footix, vaguement habitués à suivre tous les 4 ans les aventures mondiales de la sélection nationale d'un sport qui, en général, nous passionne moyennement, nous voilà confrontés à notre responsabilité. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on regarde ? Est-ce qu'on regarde pas ? Est-ce qu'on boycotte ? Est-ce que ça sert à quelque chose ? Et si la France est en finale, on fait quoi ? Tant de questions qu'on va explorer tout au long de cet épisode. Bienvenue dans Programme B. Notre invité, c'est mon confrère Nicolas Xis-Martov, journaliste notamment pour SoFoot et auteur tout récemment du livre Qatar, le mondial de la honte, c'est paru aux éditions Libertalia. Autant vous dire qu'il a une idée précise des enjeux en cours, mais je lui ai quand même demandé, benoîtement, qu'est-ce qu'on fait, Nicolas, si la France est en finale, voire pire, si la France gagne ? On en est très loin, puisque je rappelle qu'elle a été déplacée en novembre et que de fait ça change beaucoup de choses et qu'on s'en rend compte vu le nombre des blessés. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Ce serait déjà bien que si l'équipe de France, les Bleus, gagnent la Coupe du Monde, puisque effectivement il n'y a jamais été question de boycott, on sans doute pour des raisons diplomatiques, politiques, géopolitiques. L'équipe de France en profite pour mettre un coup de pression et un éclairage sur ce qui s'est déroulé pour qu'elle puisse avoir lieu, notamment pour les droits des travailleurs migrants, ceux qui sont morts, et sans oublier évidemment la question climatique. Donc ils auront une immense tribune s'ils soulèvent de nouveau pour cette 3e Coupe du Monde éventuelle, la 2e que va remporter Didier Deschamps. Ils ont une immense tribune pour mettre le Qatar face à ses responsabilités. Varane, avant d'annoncer son forfait, avait laissé entendre qu'ils en discutaient entre eux, qu'ils n'étaient pas insensibles, sans aller au-delà. On sait la réticence de Didier Deschamps à s'aventurer, il l'a exprimé de manière récurrente sur ce terrain. Je ne parle même pas de la position de la FFF et de son président Noël Le Graët sur cette question. Quant aux joueurs, il y a plusieurs paramètres. Tous ne sont pas les mêmes. Il y a le poids du collectif, le poids du staff, le poids d'encadrement. On imagine mal qu'un Mbappé, par exemple, salarié du PSG, s'exprimer à ce propos, même s'il doit être un peu en délicatesse avec son employeur en ce moment. C'est pas là-dessus, je doute qu'il ira au clash. On a attendu jusqu'au bout que des choses se dessinent, qu'un boycott s'installe, qu'il y ait des signaux envoyés, mais est-ce que finalement c'était pas perdu dès le début, dès l'attribution de ce mondial au Qatar, qui a été décrié dès l'instant où ça a été annoncé, mais finalement ça n'a jamais empêché les choses de se mettre en place? Il faut bien distinguer, parce que tout le monde parle de boycott, c'est un terme générique. Le boycott auquel tout le monde semble se référer, c'est celui des équipes. Or, ça ne peut se faire que dans un cadre où la fédération concernée et mon gouvernement de tutelle, en l'occurrence mon gouvernement français, le déciderait. Et vous imaginez bien que vu les relations économiques et politiques que nous entretenons avec l'Émirat, c'est inimaginable. Je donne un seul exemple. Comment boycotter une Coupe du Monde puisqu'on y envoie 200 gendarmes pour aider les forces de l'ordre locales à gérer les flux et la sécurité sur place. Donc je parle même pas des ventes de Rafale, etc. Donc oui, il n'a jamais été question de boycott politique ou d'équipe. Tous les États vont y aller, tout le monde s'y rend. C'est un partenaire économique, politique, géopolitique. Je le rappelle quand même, considère que par exemple le Qatar joue souvent le rôle d'intermédiaire dans cette région ô combien troublée, soit avec l'Iran, soit avec d'autres mouvances, notamment islamiques. Donc c'est un partenaire incontournable. Donc ouais, il n'a jamais été question de boycott, et encore moins diplomatique. Ça serait d'une hypocrisie monstrueuse si la France décidait de ne pas assister par un de ses représentants alors qu'elle a joué un rôle tellement important pour l'attribution de la Coupe du Monde. Et tout le monde, tous les pays vont y aller. Par ailleurs, il y a le boycott individuel, personnel. Je ne regarderai pas cette Coupe du Monde, qui peut avoir un impact. S'il y a une baisse des audiences, les droits télé sont essentiels pour la FIFA et la FIFA compte les dollars, pas les morts. Ça peut jouer. Et enfin, pour terminer, il y a le boycott des joueurs.
qui sont des citoyens, leur âme et conscience. Là encore une fois, personne n'y a jamais cru. Non, c'était évident que ça n'aurait pas lieu. D'ailleurs, je pense que la question du boycott est une espèce de diversion qui évite de poser les vrais problèmes. Par exemple, Amnesty International, qui est une ONG qui a le plus travaillé sur le sujet avec sa ligne, qui est la sienne, c'est de dire qu'il faut se saisir de l'événement pour obtenir l'avancée des droits, que la FIFA concède un fonds d'indemnisation pour les ouvriers puisqu'elle va faire 6 milliards de bénéfices. Elle doit bien redistribuer une partie à ceux qui sont morts pour que la Coupe du Monde ait lieu, pour que leurs familles soient indemnisées. Donc, cette histoire de boycott, c'est quand même globalement, je pense, avant tout une affaire pas une diversion, mais pas loin en fait. À ce stade de notre épisode, petit aparté historique pour indiquer aux plus jeunes et aux moins amateurs de football d'entre vous qu'il y a au moins un précédent historique, une autre Coupe du Monde de la honte. Ce fut celle de 1978 qui s'est déroulée en Argentine. À l'époque, le pays était sous le joug d'une dictature militaire ultra-violente, celle du général Videla, meneur d'une junte catholique d'extrême droite, responsable de la mort de près de 30 000 personnes et arrivé au pouvoir après un coup d'État en 1976. Le dictateur avait maintenu la Coupe du Monde et forcément, les mouvements de gauche qui à l'époque étaient, ça peut paraître incongru aujourd'hui, nombreux dans le foot, ont initié un vaste mouvement de boycott sans grand succès. Alors comparaison n'est pas raison, mais j'ai quand même demandé à Nicolas Xismartov ce que le souvenir de ce boycott raté lui évoquait face à la situation d'aujourd'hui. Alors d'abord, les contextes sont très différents. Le foot n'avait pas la place qu'il occupe aujourd'hui dans notre société. Par ailleurs, là, entre le moment de l'attribution de la Coupe du Monde en Argentine, à l'époque, c'était en alternance entre l'Europe et l'Amérique du Sud. Il s'était produit, entre le moment de l'attribution et les déroulements, un coup d'État militaire qui avait instauré une dictature particulièrement répressive et sanglante, où il y a eu à quelques dizaines de mètres des stades, on torturait les opposants politiques. Il y a eu une mobilisation qui s'est produite en France pour demander un boycott, qui était une mobilisation qui était menée notamment en France autour de mouvances qui étaient plutôt proches de l'extrême gauche ou de tout ce qui était les Argentins exilés, qui avaient fui la répression politique, qui a mobilisé des intellectuels bien au-delà de ces cercles-là, Marek Alter, etc., s'était positionné. L'idée, c'était de demander aux joueurs de ne pas y aller à l'époque. C'est un terrain de politisation du foot très fort. Genre Michel Dago aurait été victime de tentative d'enlèvement à cette occasion. On sait que Dominique Rocheteau était très troublé parce qu'à l'époque, en plus, il était interpellé à exprimer des convictions politiques marquées à gauche. C'était un moment très singulier. Bizarrement, par exemple, c'est un des moments où le Front National, qui venait juste de se créer, avait mis des affiches en disant défendons les Bleus, non à la politique. Évidemment, il ne fallait pas s'en prendre à une dictature d'extrême droite, on imagine bien. Mais voilà, c'était un moment très fort de politisation. Je rappelle que, par exemple, le PC était contre le boycott à l'époque parce qu'il savait qu'il y avait Moscou 1980, les JO qu'il allait se tenir et qu'il ne voulait pas donner un précédent qui pourrait servir contre les adversaires de l'URSS. Mais bon, pour revenir à la question qui est posée, c'est très différent de ce que nous vivons parce que la thématique était très politique. On refuse qu'une Coupe du Monde se déroule, on veut pas que les joueurs français aillent dans une Coupe du Monde qui se déroule dans une dictature militaire. C'était ça la logique. Dans un contexte de mobilisation, de fort antagonisme idéologique entre l'Est et l'Ouest, de mobilisation politique en Occident, il y avait encore des restes de la guerre du Vietnam, etc. C'était quelque chose de très particulier. Le football n'avait pas encore, et je répète, la place qu'il occupe aujourd'hui. La Coupe du Monde au Qatar, dès le départ, elle pose problème. Elle cristallise un certain nombre de problématiques, droits humains, droits sociaux, droits LGBT, climat, qui sont pas forcément différents ou nouveaux, mais quand même qui sont très originaux par rapport à cette phase, et surtout le trouble des opinions n'est pas le même. Voilà, par rapport à ce qui est l'objet football. Pour le coup, pour prendre un exemple plus récent, est-ce que l'attribution puis la tenue de la Coupe du Monde en Russie, et pour le coup ça s'est passé il y a beaucoup moins longtemps vu que c'était il y a 4 ans, est-ce que ça a aussi été accompagné de critiques, de mouvements de recul dans l'opinion de la même ampleur? J'ai l'impression que, au contraire, c'était passé un peu comme une lettre à la poste. Il y a eu quand même des doutes, des inquiétudes, notamment par rapport à la nature du régime de Vladimir Poutine, l'instrumentalisation de la Coupe du Monde au niveau politique. Il y avait déjà eu quelques échos, mais la construction des stades en Russie avait aussi provoqué des morts et surtout l'exploitation de migrants venant du Caucase, mais dans une beaucoup moindre mesure. Ce que je pense spécifiquement fait que le Qatar est un cas à part, c'est qu'il y a 4 ans, on parlait beaucoup moins du climat, c'est une réalité. Par exemple, on avait parlé un peu au niveau des Jeux de Sotchi, si vous vous en souvenez. Là, par contre, ça avait fait scandale. On parlait, et par exemple, pour donner une seule illustration, au moment des Jeux de la Coupe du Monde en 2018, l'Ukraine, la Russie avait annexé la Crimée et avait commencé sa guerre d'usure avec l'Ukraine. Mais c'était pas le football qui provoquait cette situation, même si effectivement il y avait beaucoup à dire. À l'inverse, on a le sentiment que le football
est à la source, ou en tout cas est l'élément déclencheur mobilisateur de toutes les logiques que je viens d'exprimer. Il y a énormément de migrants qui sont arrivés pour travailler au Qatar à cause des chantiers liés à la Coupe du Monde, et donc ils sont morts, ils ont été exploités. Il y a la question LGBT qui apparaît de manière plus récurrente, des droits des femmes, la question de l'environnement, puisque même si le Qatar avait déjà un lourd passif sur ce terrain-là, ça s'est amplifié. Donc voilà, il y a quelque chose, il y a une idée que le football, enfin, il apparaît aux yeux de tout le monde que le football est un élément moteur et un élément déclencheur dans notre société qui participe à beaucoup de logiques, pour tout dire, mortifères ou condamnables. Est-ce que c'est un symbole de la déconnexion du football et du monde du football en général vis-à-vis justement de ces problématiques, de ces préoccupations qui sont devenues majeures pour la plupart des sociétés dans le monde? Alors d'abord, la plupart des sociétés, il faut comprendre que par exemple, il y a un monde sur l'Occident, c'est-à-dire qu'en Amérique latine, en Asie, beaucoup des problématiques et des enjeux dont on parle les laissent assez froids, et pour tout dire, sont perçus comme des préoccupations d'occidentaux, eux-mêmes ayant d'autres difficultés à gérer, et le sentiment que, par exemple, en Afrique, il y a le sentiment on nous laisse crever, il y a des guerres, donc ça va, que les occidentaux règlent leurs affaires. Il faut quand même avoir ça aussi en tête, même si je schématise, mais c'est un peu ça. Malgré tout, c'est pas la déconnexion du monde du football, c'est que la FIFA poursuit sa propre logique. Et sa logique, c'est d'avoir des États stables, quitte à que ce soit des dictatures, des États riches, créés à investir énormément d'argent sans regarder à la dépense pour maintenir le standing et la grandeur de la Coupe du Monde. Donc le Qatar répondait à tous ces critères. Et dernièrement, engranger le maximum de profit derrière, sans qu'on nous embête. Je rappelle à tout le monde, et ça concerne aussi la France, que la FIFA ne paye jamais, comme le CEO, d'impôts quand elle met les pieds quelque part. C'est ça, condition numéro 1. En 98, en 2016 pour le championnat d'Europe des Nations qu'il y a eu en France et qui a été largement financé par les pouvoirs publics, les collectivités territoriales, l'UEFA n'a rien payé comme impôt. La FIFA a une succursale à Paris située à l'hôtel de la Marine, elle ne paye pas d'impôt pour cette succursale sur le droit de société sous prétexte qu'elle est une organisation à but non lucratif, ce qui est son statut en Suisse. D'ailleurs, CIO, UEFA, FIFA sont domiciliés en Suisse, probablement pour le climat. Et voilà, donc c'est pas une déconnexion, c'est juste une logique profonde d'enrichissement, de quête du profit, d'affirmation de puissance, qui effectivement, pour le coup, amène à en avoir à peu près rien à faire du climat, des droits des travailleurs ou d'autres considérations. Pas besoin d'aller très loin. Dans les derniers championnats d'Europe des Nations, il y avait eu un clash entre l'Allemagne, la ville de Munich et l'UEFA, parce que la ville de Munich voulait mettre son stade aux couleurs LGBT pour protester contre des lois votées par la Hongrie qui s'apprêtait à jouer donc sur place, des lois homophobes, et la UEFA lui a interdit. Donc vous voyez quelles sont les perspectives, parce que Orban et la Hongrie avaient dépensé sans compter pour accueillir le championnat d'Europe des Nations chez elles, notamment avaient fermé les yeux sur les conditions de confinement pour que les stades soient pleins. Voilà, c'est pas déconnecté, c'est une logique de développement économique et de maximisation des profits, après que les autres gèrent les problèmes. Je pense que plus personne n'est dupe, tout le monde et je pense que la Coupe du Monde au Qatar a éclairé de manière très crue toutes les logiques qu'on vient d'évoquer, toutes les problématiques terrifiantes que l'écologie, les droits humains, mais qui peut stopper la FIFA ? Si ce n'est les États. Et j'ai pas l'impression qu'ils en aient l'envie et qu'eux-mêmes aient forcément, comment dirais-je, la conscience tranquille. Donc sur ces problématiques, l'immigration, le climat, etc. Voilà, c'est qui va stopper la FIFA ? Qui va obliger la FIFA à venir à plus de raison ? La prochaine Coupe du Monde, elle se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Je vous parle même pas de l'empreinte carbone, des vols, des déplacements. Je pense que ce qui va se produire, par contre, a priori, c'est que l'UEFA ou la FIFA ou le CIO vont être amenés à réduire leurs demandes en termes notamment de construction, d'installation, parce que les États sont de moins en moins capables de le faire. Et une fois qu'ils auront fait la tournée des grandes dictatures friquées qui sont capables de dépenser, comme le Qatar par exemple, jusqu'à hauteur de 200 milliards de dollars, il faudra bien se tourner, comme ce fut le cas pour les États-Unis, ou donc États-Unis, Canada et Mexique, vers des pays qui vont être un peu moins enclins, parce qu'ils ont une opinion publique, à vider leur porte-monnaie pour faire plaisir aux costards cravates qui vivent en Suisse. Donc voilà, il va falloir, ce qui va se produire, c'est peut-être plutôt ça, mais c'est pas une prise de conscience que tenir compte des réalités économiques du monde. Je répète, la FIFA fonctionne d'abord sur l'économie. Tout autre discours qui ne prendrait pas en compte cette réalité-là passerait à côté de l'essentiel.
Mais alors justement, est-ce qu'il n'y a pas un levier à actionner du côté du public ? Nous qui sommes les spectateurs de ces matchs, on disait tout à l'heure, si le jour où les matchs ne font plus d'audience pour des raisons politiques, plus que pour des raisons de spectacle, est-ce que ça ne peut pas être un déclencheur ? Moi, je pense qu'aujourd'hui, là, ce qui se dessine devant nous, peut-être le seul indice qui pourrait troubler la FIFA, parce que ça l'amènerait à devoir réviser ses discussions avec les détenteurs de droits télé ou les sponsors. À part ça, je ne vois pas. Mais oui, effectivement, s'il y a une baisse de 10, 15, 20% d'audience en Occident, par exemple, où il y a les gros marchés publicitaires et de droits télé, ça peut impacter un peu la FIFA, mais pas beaucoup. Elle se dira toujours que dans 4 ans, c'est dans un pays qui suscitera moins de polémique, dans des pays qui susciteront moins de polémiques et que les gens reviendront regarder. Je suis pas très optimiste, même si je pense qu'effectivement, la notion de boycott populaire peut avoir un sens, notamment chez nous. Ça restera limité. Et puis il faudra voir, apparemment, le Qatar annonce beaucoup de visiteurs, même si on se demande comment ils vont arriver à accueillir tout le monde et qu'ils ont déjà passé des accords avec l'Arabie Saoudite pour pouvoir loger des gens là-bas. Voilà, vraiment, il y aura énormément de spectateurs qui vont venir. Vous savez, du moment que les bénéfices seront maintenus, mais effectivement, s'il pose la question des audiences télé, en partie, la FIFA ne se posera jamais aucune question. Est-ce que c'est, pour la première fois depuis très longtemps, une Coupe du Monde où on va parler avant tout de politique, d'économie, de social, voire de climat, plus que de sport? En tout cas, c'est la première fois on en parle autant. Après, plus, je ne sais pas. Il faudrait me donner les instruments de mesure et je les ai pas en tête. Non, par contre, autant que c'est effectivement, c'est là pour le coup une des Coupes du Monde les plus contestées, qui s'est retrouvée, dont l'État organisateur va bénéficier le moins, à mon avis, en termes d'image, contrairement à ce qu'il imaginait. Mais il faut relativiser les choses. Il faut voir comment se déroule aussi la Coupe du Monde sur place. C'est-à-dire que les premiers test matchs étaient assez catastrophiques dans les stades au Qatar. Le Qatar, c'est tout petit. Globalement, en fait, c'est une ville qui va accueillir une Coupe du Monde, ce qui s'est jamais produit par le passé. Donc, est-ce qu'il y aura, comment ça va être géré? Est-ce que tout va bien se passer? Est-ce que quels seront les problèmes avec les touristes, les millions de gens qui vont venir dans cet État qui n'a pas l'habitude d'une telle affluence, et qui pourtant ont l'ambition est de devenir une destination touristique à l'instar de Dubaï. C'est une des raisons de l'organisation de cette Coupe du Monde. Voilà, il y a énormément de questionnements de ce point de vue-là. Quelle sera la place du sportif stricto sensu? Je ne peux pas le dire. Apparemment, tout le monde et beaucoup espèrent, notamment dans les médias et à la FIFA, que une fois que le ballon roulera, on oubliera tout le reste. C'est la grande formule de la politisme sportif, tout le monde sachant que la politisme est de droite. Le football est-il de droite ? Ça, c'est un super sujet, mais ce serait pour un prochain épisode. Merci à Nicolas Xismartov pour ses réponses. Son livre « Qatar, le mondial de la honte », il est paru, on l'a dit, aux éditions Libertalia. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Charlotte Bex et réalisé par Quentin Bresson. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler. Et à très vite pour un nouvel épisode.